Et nous commençons donc par Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Alors, en ce qui concerne la collecte des fonds durables en 2021, celle-ci a presque doublé selon Novetic. Elle aurait atteint 896 milliards d'euros d'encours, soit 1186 fonds à fin 2021. Et en même temps, les scandales ou les questionnements sur le modèle ou l'impact des entreprises financées n'a jamais été aussi grand en ce début d'année 2022. Pour décrypter ce paradoxe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Services. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on peut peut-être commencer par se féliciter de ce niveau de collecte. Donc du coup, une collecte ISR, ESG, durable, de plus en plus importante année après année, avec des fonds qui ont presque doublé en 2021. Oui, tout à fait. Pour des entreprises comme nous, proposer à nos clients des fonds d'investissement responsables, c'est très important. Ça s'inscrit totalement avec la stratégie du groupe Crédit Mutuel Arkea. Si je prends un chiffre pour Arkea IS, c'est près de 90% de la collecte sur 2021 qui a été faite par des fonds labellisés. D'accord. 90%, donc c'est énorme. Alors c'est dû évidemment à des transformations de fonds. On souhaite proposer ces fonds-là à nos clients. Et au-delà des fonds labellisés, on peut aussi parler des autres fonds qui vont proposer de l'intégration des enjeux de développement durable, qui ne sont pas nécessairement labellisés pour des questions techniques, mais qui aussi connaissent un vrai succès. Je pense par exemple à des fonds autofocus qui sont basés sur des indices ESG ou bas carbone, et qui aussi connaissent un grand succès. Et alors, en fait, le succès, il vient d'où ? Il vient du fait que les acteurs du monde financier proposent de plus en plus de fonds ISR, ou d'une réelle appétence des investisseurs pour ce type de fonds ? Alors, c'est un peu les deux. D'accord. Il y a tout d'abord effectivement l'offre. C'est important de constater que voilà, la gamme, aujourd'hui, quand on crée un fonds chez nous et chez d'autres acteurs, on veut avoir des fonds ISR, on veut avoir des fonds qui intègrent ces sujets-là. D'accord, il faut l'avoir dans l'offre absolument aujourd'hui en 2022. Et on a aussi la réglementation qui nous y pousse, de toute manière. Ensuite vient l'appétence des clients. On va avoir d'ailleurs cette année une réforme réglementaire très importante avec la mise en place de MIF 2. Donc on va demander aux clients quelle est leur appétence sur ces risques ou sur cette prise en compte de ces enjeux de développement durable. D'accord, parce qu'effectivement, avant, on parlait de risque de performance financière ou en tout cas donc de perte en capital. Là, maintenant, on intègre le risque climatique et la vision de l'épargnant vis-à-vis de ce que finance son épargne, en fait. Exactement, et ça va faire partie des questionnaires qu'on pose à nos clients lorsqu'ils souhaitent souscrire un produit. Donc, on voit effectivement que c'est tiré par l'offre d'un côté et par la demande de l'autre. Alors, ce qu'on constate quand même depuis le début de l'année, c'est que, moi, j'appelle ça une crise de confiance vis-à-vis de l'ISR ou en tout cas de la promesse ESG. On a vu des scandales du coup dans les maisons de retraite, on a vu des scandales, alors pas forcément en matière de financement, mais on voit des compétitions sportives où on se pose la question de savoir, que ce soit pour la Coupe du Monde de football ou les JO de sport d'hiver, si on est vraiment en phase avec les enjeux du moment. On a vu des risques ou des marées noires réelles. On a l'impression qu'il y a cette volonté d'investir vert ou durable du côté des épargnants, mais qu'ils ne comprennent toujours pas réellement où va leur financement réel, et avec parfois une incompréhension sur ce qui est financé. Oui, alors il y a deux finalement risques qu'on doit essayer de gérer. D'une part, c'est la promesse, la transparence dans la promesse. Il y a une grande partie des fonds qui sont aujourd'hui distribués sur la place en France, qui sont des fonds best-in-class sectoriels. Donc on va choisir les émetteurs les mieux disants sur les enjeux de développement durable au sein de leur secteur. Donc on peut se retrouver avec des émetteurs de secteurs qui peuvent paraître surprenants pour les investisseurs. Alors, on a des politiques sectorielles. De notre côté, on a une politique, par exemple, d'encadrement du charbon, du pétrole, mais on peut retrouver des acteurs de certains secteurs qui peuvent poser question. Donc ça, c'est un des deux risques qu'on peut avoir. Le second, c'est celui des controverses sur un émetteur en particulier. On a eu un cas, effectivement, en début d'année dramatique sur les maisons de retraite. On essaye de gérer ce risque à travers une analyse, à travers les données qui sont disponibles, dont nous sommes tributaires finalement. Bien sûr. Mais je dirais, il y a d'une part la qualité des politiques, et puis au-delà de ça, il y a leur mise en application. Et on a connu par exemple, là je repense, ça remonte à quelques années, mais sur le scandale du Libor par exemple, des banques qui étaient au-dessus de tout soupçon, Bien sûr. mais avec des personnes qui ont fait des malversations, ou en tout cas qui sont allées au-delà des contraintes réglementaires ou de conformité, et donc des controverses pour l'émetteur. Et alors, du coup, le sujet, il est où ? Il est au niveau de la
données remontées par les entreprises pour ensuite y appliquer une notation ESG. C'est là qu'il y a une grosse marge d'amélioration. Il y a une marge énorme d'amélioration sur les données. C'est toujours le nerf de la guerre. D'accord. Alors, ça peut paraître un petit peu flou, cette question de données. Je vais juste essayer de séparer les données en deux grandes familles. D'accord, bien sûr. D'une part, on a les données qui sont des données, je dirais, analysées, prospectives. Notre métier, c'est d'acheter la performance future, pas la performance passée. Bien sûr. Donc, on va regarder effectivement quelles sont les politiques en place, est-ce qu'on a des objectifs précis, etc. Là, on a une question, d'une part, d'interprétation. Est-ce que cet objectif nous paraît aller assez loin, etc. Et puis, il y a la question de la réalité de cet objectif-là. Mais donc ça, concrètement, pour bien comprendre, c'est quand on parle de données, par exemple, sur les objectifs, c'est des tableaux qui sont remontés, des business plans qui sont remontés et qui sont analysés, pour le coup. Oui, et puis au-delà de ça, c'est vraiment de la compréhension de l'objectif. Si demain je veux typiquement analyser la performance environnementale de Bismart, je vais vous demander quelle est votre politique environnementale. Est-ce que vous avez des objectifs pour diminuer ou pour augmenter plutôt la part d'énergie verte, par exemple, etc. Donc c'est au-delà de simples chiffres, c'est aussi une démarche. D'accord, ok. Donc de comprendre l'objectif et qu'est-ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Exactement. Là, on regarde un peu le futur et donc on n'a pas de données qui sont figées par construction. Après, on a tout le monde, toute la famille de la donnée que je vais appeler brute. La tonne de CO2 typiquement émise l'année précédente, des niveaux d'accidentologie, donc le nombre d'accidents par personne par centaines de milliers d'heures travaillées, etc. etc. Là, il y a une question de standardisation de données et de disponibilité de la donnée. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est des ratios, mais encore faut-il avoir cette donnée-là. Toutes les entreprises ont la donnée à transmettre aux investisseurs. Alors, malheureusement, non. Et c'est tout l'enjeu de la réglementation qui est en train de se mettre en place. D'accord. C'est une réglementation pour les émetteurs qui, alors désolé, ça s'appelle CSRD, c'est un règlement européen. Le problème, c'est qu'il va arriver en 2023. Donc, dans un monde, et c'est un des vrais sujets qu'on a, c'est que dans un monde logique, il faudra avoir tout d'abord les émetteurs qui nous donnent des données, les producteurs de produits, en l'occurrence nous, qui les analysons et qui faisons des produits avec un reporting spécifique. Et ensuite, on va demander à nos clients quelle est leur appétence à ce risque-là. Bien sûr. Ce qui est remarquable, c'est que la réglementation, dans la temporalité finalement, est exactement à l'inverse. D'accord. C'est-à-dire qu'on va demander cette année à nos clients quel est leur souhait de risque ou quelle prise en compte des enjeux de développement durable ils souhaitent. Dans un second temps, on va demander, donc ça va être à partir de 2023, aux producteurs de donner des reportings avec plein d'indicateurs. Et dans un troisième temps, on va demander aux émetteurs de produire ces données-là. Donc on voit que la Commission européenne a réussi à faire un truc formidable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que dès l'année prochaine, quand moi j'irai voir un professionnel de l'investissement et que je dirais moi je suis très engagé par exemple sur le S de ESG, par exemple, donc sur le côté social, en fait j'aurais beau vous dire tout ce que je veux, de toute façon vous n'aurez pas toutes les données de l'autre côté nécessaires pour faire en sorte que ça corresponde réellement à ma volonté d'investissement. Alors on n'aura pas nécessairement toutes les données effectivement qui seront produites par les émetteurs. Néanmoins, on travaille avec des fournisseurs de données qui vont nous proposer des approximations, qui vont essayer de l'analyser, etc. Parce que la réglementation va va normalement faire en sorte que vous ayez des données encore plus précises que ce que vous avez actuellement. Et tout à fait. D'accord. Ça va être vraiment beaucoup plus précis, standardisé au niveau européen. Et on va avoir normalement accès à cette donnée. Et donc, ce sera beaucoup plus facile finalement de comparer les performances d'un émetteur à l'autre et de comparer aussi un fonds à un autre. Et alors, donc cette réglementation va arriver, mais j'imagine que donc, du coup, ça a un enjeu de réorganisation au niveau des entreprises, ou en tout cas de prise en compte de cette réglementation. Comment est-ce que d'un coup d'un seul, ils vont trouver une donnée qu'ils n'arrivevaient pas à vous donner aujourd'hui? C'est une vraie question pour ces entreprises. Il va falloir effectivement qu'elles standardisent la donnée et la donnée extra-financière. Et ça va être, c'est une véritable révolution pour elles. Et de la même manière, c'est aussi une révolution pour nous en tant que distributeurs, en tant que producteurs, puisque auparavant, on avait finalement une notation ESG qui était globale. D'accord. Demain, pour se rendre compte du volume de ce que ça peut représenter, on va avoir 14 indicateurs obligatoires plus 2 optionnels de performance, qu'on appelle les PI, donc les impacts négatifs des émetteurs, les tonnes de CO2, l'accidentologie, etc., etc. 14 plus 2 optionnels indicateurs qu'on va devoir reporter. On va vous rajouter à cela la part verte qui permet de financer la transition énergétique, le volume des investissements responsables dans les fonds, plus, si on fait un fonds ISR labellisé, une notation extra-financière moyenne ou un taux d'exclusion et un taux de couverture. Donc on va noyer en quelque sorte nos clients
sous une masse d'informations. Et c'est là où le risque De compréhension. de compréhension pour nos clients, il est fort, parce qu'on va les noyer sous l'information. Finalement, est-ce qu'ils vont pouvoir derrière avoir une bonne compréhension du risque, des enjeux et du produit? C'est tout l'enjeu. Donc c'est à nous aussi d'être pédagogues dans les produits qu'on présente. Oui, parce que si je comprends bien, en fait, alors ce que vous nous dites, c'est qu'ils vont être noyés avec ces nouvelles informations, mais en même temps, aujourd'hui, ils sont dans le flou vis-à-vis de là où c'est investi également. Donc en fait, la réponse, c'est de dire, on va leur donner plus d'informations pour qu'ils comprennent un peu mieux où est-ce qu'on investit. Et ce que vous dites, c'est que trop d'informations tue l'information. Voilà, il faut leur donner une information juste, précise et qui puisse les éclairer. Si je vous donne aujourd'hui une tonne de CO2 d'un émetteur, ça ne vous dit absolument rien. Sauf si je l'ai sur 3 ans, par exemple, 3-4 ans. Sauf si vous l'avez d'une part sur 3 ans, sauf si elle est comparée avec d'autres émetteurs, avec un indice, etc. Donc il faut aussi expliquer cette donnée. En tant que telle, elle ne veut rien dire. En tout cas, on peut lui faire dire plein de choses. Donc il faut être vraiment pédagogue sur la donnée. Pour pouvoir être plus clair sur les produits que nous pouvons proposer à nos clients, bien sûr. C'est important. Et c'est pour ça aussi, et je reviens à cette question de confiance, qu'on doit aussi proposer des produits qui sont peut-être plus lisibles que du best-in-class, et donc aller soit sur des classes d'actifs qui font plus de sens, faire de l'immobilier vert, faire de l'infrastructure qui permet la transition énergétique, faire des fonds qui ont vocation à créer de l'emploi, etc. etc. Et donc c'est aussi modifier notre gamme pour gagner en lisibilité. Est-ce que vous constatez, donc là on a effectivement compris le sujet de la donnée, donc au moins on aura cette information. Alors le sujet c'est peut-être d'en avoir trop, mais donc du coup ce sera aussi le rôle des intermédiaires comme vous d'expliquer cette information. Est-ce que vous constatez un niveau d'exigence de plus en plus conséquent d'un coup d'un seul, j'ai envie de dire depuis la pandémie presque, vis-à-vis des investissements ESG? C'est-à-dire que les investisseurs là maintenant ne comprennent plus finalement qu'on n'investisse pas dans ce qui selon eux crée le monde de demain par exemple. Alors il y a deux types, je pense, d'investisseurs. Vous avez les investisseurs institutionnels d'une part et les investisseurs particuliers d'autre part. Sur les investisseurs institutionnels, ils ont déjà une bonne connaissance finalement de ces enjeux de développement durable. Ils ont leur propre réglementation et leurs propres contraintes à les intégrer. Et eux vont être généralement très exigeants sur les détails d'informations pour aller vraiment très loin finalement dans les informations qu'on est capable de leur donner. Sur la clientèle particulier, c'est assez différent en fait. Il y a quand même une connaissance qui est moins forte. Ils veulent plus de sens de manière globale et peut-être avec moins de détails finalement. Ce qui les intéresse. Plus de sens, mais pas y passer plus de temps qu'avant, pour comprendre un petit peu dans quoi on investit. Être rassuré sur les investissements qui sont réalisés, que ça corresponde à leur valeur. Bien sûr, ouais. Mais après, pas nécessairement de la tonne de CO2. Je prends cet exemple parce que c'est... Bien sûr. Oui, c'est un de ceux qui parle le plus. Pour conclure, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux que par rapport à ce vers quoi on va, Jean-Baptiste Morel? Alors, on a une réglementation qui est... qui veut aller assez vite. Parce qu'elle va dans le bon sens quand même, cette réglementation. Elle va dans le bon sens. Ça va vous permettre d'avoir toutes les données pour analyser les entreprises. On salue tous les efforts qu'il y a sur l'uniformisation de ce qui est vert ou pas, donc c'est la taxonomie. Donc ça avance dans le bon sens. Après, avançons dans le bon sens de manière peut-être un petit peu plus organisée et de manière logique, notamment dans cet enjeu dont je parlais de temporalité et d'avancer sur la réglementation. En tout cas, pour s'assurer que nous ferons des choses de manière la plus rigoureuse possible pour nos clients. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel. Je rappelle que vous êtes responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Services. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.